Bonjour et bienvenue dans l'épisode 155 d'Avez-vous choisi, le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Je suis Oriane Savouré-Lucas, coach professionnelle et la créatrice du podcast Avez-vous choisi et de la newsletter La Graine de la Semaine. Ma passion et mon métier, c'est d'accompagner les personnes entreprenantes à retrouver leur enthousiasme et leur énergie créative pour davantage d'épanouissement et d'impact positif et durable au quotidien. Rejoignez la communauté Avez-vous choisi en vous inscrivant gratuitement sur orianesavourelucas.com et vous recevrez une dose hebdomadaire d'inspiration, écrite ou audio, pour vous composer une vie sur mesure, plus légère et plus profonde à la fois. Si vous découvrez le podcast, bienvenue. Avez-vous choisi, le podcast explore depuis octobre 2018 le vaste et intrigant territoire du choix sous 3 formats. Le billet, où je partage des questionnements, réflexions et ressources pour choisir sa vie. La conversation avec une personne et son précieux supplément d'âme pour se laisser inspirer par des trajectoires de vie singulières. Et l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs bloqués sur le rond-point du choix. Ensemble, nous activons leur fonction anti-brouillard. Et aujourd'hui, place à la conversation d'Avez-vous choisi. Comment construire une existence plus douce et plus belle pour soi et pour la planète Terre ? Cette question, ce n'est pas une question en l'air pour Charles Hervé Gruyer. C'est un engagement quotidien pour cet éternel passionné de la relation entre l'homme et la nature, qui a un engagement de longue date dans la protection de l'environnement. En 2006, Charles et Perrine Hervé Gruyer créent la ferme biologique du Bec et Loing, une micro-ferme en Normandie, expérimentale, qui met en œuvre les principes de la permaculture. Lorsqu'au début des années 2000, Charles et Perrine achètent une vieille bâtisse normande entourée d'une vaste prairie traversée par un ruisseau, ils n'ont aucun projet de ferme en tête, ils ont un projet familial de cœur dans lequel ils choisissent de sauter à pieds joints et de plonger les mains. Cultiver un verger pour vivre en autosuffisance. 2 ans après, le projet familial se transforme en activité professionnelle. 20 ans plus tard, la ferme florissante du Bec et Loing est un laboratoire de passionnés engagés à ciel ouvert qui fait référence en matière de permaculture en raison de ce dialogue que ses créateurs ont choisi de nouer avec la nature. Parce que la ferme du Bec et Loing, c'est d'abord et avant tout une histoire d'amour avec la nature. J'ai découvert cette ferme singulière et le travail de pionnier de Perrine et Charles en visionnant le documentaire Le goût de la terre, qui présente l'aventure humaine et agricole de la ferme du Bec et Loing et le cheminement de ses habitants créateurs. À une époque où nombreuses sont les personnes qui se questionnent et désirent changer de vie, qui souhaitent faire une part plus belle à la terre et aux vivants sans savoir par quoi commencer, j'ai eu envie d'en savoir plus sur l'aventure inspirante de la ferme du Bec et Loing. C'est ainsi que j'ai eu la grande joie d'interviewer Charles pour comprendre davantage ce projet, la place qui tient le choix et la philosophie de vie qui le sous-tend, et pour découvrir plus avant l'histoire et la philosophie de vie de Charles qui a choisi de plonger dans une aventure exigeante et passionnante, la naissance d'un nouveau monde. Charles a la tête dans les étoiles, les pieds sur terre et les mains dans la terre. Il aime rêver et œuvrer, il aime explorer le monde extérieur et le monde intérieur, apprendre, transmettre et cultiver la beauté. Au cours de notre conversation, Charles et moi parlons, entre autres, de quête d'harmonie et de beauté, d'aventures paysannes, de retour aux sources et d'un doux avenir à construire, de mains dans la terre, de manches remontées et de bras qui nous en tombent, de programmes et d'imprévus, du sillon de la vie et de bons choix, de ces rencontres qui nous élèvent et qui nous façonnent au fil de notre voyage, ou encore d'exploration, de clous, de boîtes et du grand concert de l'univers. Bonne écoute. Bonjour Charles. Bonjour Oriane. Bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast. Je suis ravie de t'accueillir pour parler bien évidemment du choix et plus particulièrement du choix dans le projet que tu as créé avec ton épouse Perrine et qui a pris la forme de cette ferme, la ferme du Bec et Loing. Merci beaucoup d'être là. Avec joie. Merci pour l'invitation. La première question que j'ai envie de te poser, c'est quel est l'esprit que toi et Perrine, vous avez choisi de faire souffler dans ce coin de Normandie il y a 20 ans déjà? Eh bien, au départ, c'était une quête d'harmonie avec la nature.
c'était le désir de vivre au plus près des éléments naturels, du soleil, du vent, des plantes, des animaux. Après, l'harmonie, c'est toujours quelque chose après quoi on court toute sa vie. C'est pas facile de dire qu'on l'a atteint. Du reste, Perrine et moi, on s'est séparés il y a bientôt 1 an et demi. Donc, c'est vrai on vit dans une certaine intimité avec la nature et on est toujours en quête de cette harmonie, voilà, sur nos chemins respectifs. Et du coup, moi, ce que j'avais compris, c'est qu'effectivement, en 2003, donc ça fait aujourd'hui 20 ans, quand vous êtes installé en famille, c'était au départ un projet familial qui s'est ensuite transformé en projet professionnel, en une activité. Et aujourd'hui, cette ferme qui est vraiment reconnue, identifiée comme une ferme représentative d'une modalité à la fois de choix, de dialogue avec la nature et puis de permaculture. Comment s'est construit ce chemin-là, justement? Comment est-ce que tout ça s'est mis en mouvement? Est-ce que l'intention était déjà là au départ, de construire un projet comme ça de ferme singulière, ou est-ce que ça s'est fait pas à pas? Ça s'est vraiment fait pas à pas et je dirais presque un petit peu au fil de l'eau. Du reste, c'est une chose que je remarque avec les années qui passent, c'est que souvent je me donne beaucoup de mal pour essayer de programmer les choses, de planifier, de faire les bons choix, d'opter pour la meilleure stratégie. Et au final, rien ne se passe jamais comme j'avais pu imaginer. Quand on a créé cette ferme, effectivement, d'abord, c'était pas du tout une ferme et on avait nullement l'intention de devenir des agriculteurs professionnels et encore moins l'idée qu'un jour ce puisse être un lieu innovant, médiatisé, etc. Nous, on voulait vivre tranquille, essayer de nourrir nos enfants avec des fruits, des légumes produits avec amour. C'était surtout une histoire d'amour, quoi. Et quelque part après, elle a pris la dimension d'un engagement plus fort parce que quand on a créé cette ferme en 2003, ou plutôt, on a pris le statut d'agriculteur en 2006. Donc, quand on s'est installé ici en 2003, on était tous les deux entre deux vies professionnelles. Perrine était auparavant juriste international. Moi, j'étais marin, j'avais un bateau-école et j'avais passé 22 ans à naviguer sur un peu toutes les mers du monde et à étudier la nature sous toutes les latitudes, je dirais, les déserts, les forêts primaires, les récifs coralliens, les îles, beaucoup, avec des scientifiques et puis avec un équipage de jeunes adolescents. Et donc, on écrivait des livres, on faisait des films, etc. On produisait des documents pour l'éducation nationale. Donc, il y avait déjà, dans ma vie antérieure, il y avait déjà cette passion pour la nature, ce désir de vivre en osmose avec les éléments naturels, le désir également de un intérêt fort pour la science, pour les sciences du vivant, et puis le fait de partager ces aventures sous forme de livres, de films, de sites internet, etc. Donc déjà cette dimension d'explorer et de partager. Et puis les 15 dernières années de ce bateau école, on était parti à la rencontre des peuples premiers, des Indiens d'Amazonie, des aborigènes en Australie, parce que j'étais j'étais très fortement fasciné par ces peuples et justement comme le but de ma vie c'était d'essayer de d'embellir cette relation entre l'être humain et la nature, et ben j'étais très conscient du fait que les peuples premiers avaient une expérience incroyable et que ils avaient beaucoup à apprendre aux petits occidentaux que nous sommes. Donc j'étais parti me mettre à leur école avec l'équipage du coup que j'embarquais avec moi, me mettre à l'école de ces peuples pour recueillir quelque chose de leur sagesse ancestrale, de leur savoir-faire, de leurs différentes manières d'habiter la terre. Et en même temps, c'était pas une quête nostalgique d'un passé idéalisé, parce que je me rendais très bien compte, évidemment, qu'on peut pas redevenir nous comme les peuples premiers, quoi. On ne revient pas, on ne pouvait pas, en quelque sorte, faire marche arrière. On est dans un monde qui avance à toute vitesse vers un futur incertain, et il faut accompagner ce mouvement. Mais justement, j'avais envie d'intégrer les valeurs qu'il porte et voilà. Et tout ça a fait que
après un premier divorce, j'avais à l'époque mes deux premières filles, Lila et Rose. Ensuite, on a eu deux enfants, Chantier et Fénois avec Perrine. Eh ben, comment faire pour être un occidental du 21e siècle et en même temps être en cohérence avec ses valeurs profondes, avec cette quête d'harmonie et de beauté. Et en fait, en quelques années, eh ben, devenir paysan a été la solution Mm. pour moi, pour nous peut-être, euh, parce que quelque part, la ferme, c'est un peu comme un petit bateau où tu es dans la société. Notre ferme, voilà, elle est en France, elle est en Normandie, et quelques hectares en Normandie. Mais en même temps, elle est comme un petit bateau dans ce sens que on est un peu maître à bord quand même de ce petit bout de terre pendant les années où on l'occupe. On a une liberté, on a une connexion, une interaction quotidienne avec les éléments naturels. On fait des choix, on pose des choix relativement librement. Et, euh, et quelque part, mon rêve qui était j'aime bien dire que je rêvais de vivre comme un Indien, mais en France Mm. et à notre époque, euh, et ben le fait de devenir paysan a permis d'incarner ça et d'opter pour un mode de vie, d'inventer un mode de vie qui reflétait ses valeurs et ses Oui. aspirations. Alors, ce que je trouve très inspirant dans ce que tu décris là, Charles, c'est effectivement combien, à la fois à travers déjà le projet du bateau école, mais aussi avec la ferme du Bec et Loin, il y a quelque chose de l'ordre de comment est-ce qu'on s'autorise et on invente un retour aux sources, un retour à la terre, en étant en même temps dans une logique d'expérimentation et d'innovation, mais au service de la construction d'un avenir désirable. Parce que dans ce que tu décrivais, il y a quelque chose de, voilà, il y a un peu une sorte de message global de fin du monde, et en même temps, il y a cet espoir qui est important de cultiver, de se dire comment est-ce qu'on se construit un avenir désirable, et tout ce que tu as vécu, tout ce que tu es allé glaner au fil de l'eau et des océans, à travers ces rencontres de peuples premiers, j'ai le sentiment que tu as, enfin, dans le projet que vous avez mené ensemble et avec tout chacun vos expériences, vous avez essayé d'insuffler justement et d'incarner comment est-ce que des choix clairs, une vision claire peut prendre forme dans une manière de cultiver quelques hectares, comme tu le disais. Mais oui, je crois que les rêves qu'on porte en nous sont pas faits pour rester des vœux pieux. Ils sont faits pour s'incarner dans la réalité de notre vie, peut-être dans la réalité de la vie des gens qui nous entourent. Mais je trouverais ça triste de supporter une vie qui nous déplaît et de rêver à un futur qu'on ne réalise pas, quoi. Après, c'est sûr que la vie nous confronte, mais j'ai toujours cherché à réaliser mes rêves. J'ai eu la chance, je crois, d'en réaliser beaucoup. Celui que j'ai pas pu réaliser, c'était peut-être mon premier rêve, c'était de créer une famille unie, harmonieuse. Voilà, ça, j'ai pas réussi. Mais c'est pas grave. Même si j'ai 64 ans aujourd'hui, j'ai pas complètement renoncé à ce rêve-là. Mais c'est vrai que maintenant, ma vie tourne beaucoup autour de mes quatre filles et d'essayer si possible, de favoriser un contexte où elles vont pouvoir être heureuses et déployer leurs ailes. Mais sans ça, j'ai réalisé beaucoup de rêves. Je rêvais de faire le tour du monde en bateau, d'être marin. Bon, bah, j'ai pu le faire. Je rêvais de nager avec des baleines ou des dauphins, ou de partager la vie des Indiens ou des aborigènes, etc. Ça, j'ai pu le faire. Quand j'étais gamin aussi, bien que vivant à Paris, j'avais aussi rêvé d'être paysan. Et ben, j'ai pu le réaliser. Donc, et surtout, j'ai eu la chance de vivre énormément de très, très belles rencontres. Et ça m'a beaucoup aidé à progresser, dans mon petit voyage d'être humain. Euh, Puis quelque part, c'est bien d'avoir des rêves qu'on n'a pas réalisés aussi, parce que ça nous laisse un moteur dans notre vie, quoi. Voilà, C'est ça. Et ça laisse aussi la place à de nouveaux rêves qui peuvent aussi émerger au fil de l'eau, au fil des oui, aventures et des rencontres. absolument. Et alors le lien entre les rêves et notre contribution au monde qu'on habite, ben, pour moi, il est assez essentiel, parce que quand on est jeune, on cherche toujours à se connaître, à essayer de comprendre un peu pourquoi on est venu sur cette petite planète.
Et moi, ça m'a pris quelques décennies, mais j'ai fini par comprendre que s'il fallait que je résume en trois mots, je dirais ma personnalité, ce que j'aime faire, un peu peut-être le sens de ma vie, c'est explorer et partager. J'ai toujours adoré explorer, aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière l'océan, qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne, qu'est-ce qu'il y a derrière la dune quand on marche dans le désert, etc. Et j'ai toujours aimé partager parce que je trouve que les aventures partagées sont plus belles, elles ont plus de sens. Et donc, même si j'aime bien la solitude, j'avoue, j'adore le partage. Donc, quelque part, c'est ce que j'ai pu faire quand j'étais marin. Et puis, j'ai la joie de le faire maintenant que je suis paysan, dans les formations qu'on propose à la ferme, dans les bouquins que je peux écrire. Et voilà. Et du coup, ça engendre plein de belles rencontres. Et les rencontres, c'est quand même ça, je trouve, qui donne beaucoup de sens à notre vie parce que on se nourrit de l'expérience de la personne qui est en face de soi. On peut éventuellement laisser entrevoir quelque chose de notre expérience et on se retrouve finalement si proche dans notre altérité. Et ça me fait beaucoup vibrer. Et de plus en plus, à mesure que la fin de la partie se rapproche, ça me fait de plus en plus vibrer ces belles rencontres. Les rencontres et la transmission, effectivement, tu soulignes combien ça a été un moteur finalement dans toutes les expériences que tu as pu mener, que ce soit sur ce bateau école ou aujourd'hui dans la ferme. Et effectivement, avec cette école où il y a cette volonté aussi peut-être de transmettre des chemins plus courts que ceux que vous avez empruntés en inventant, en tâtonnant, en explorant, en cherchant. Parce que tu ne caches pas aussi qu'il y a eu beaucoup une sorte de naïveté au départ et vous n'aviez pas forcément mesuré l'ampleur de la tâche et tout ce chemin de création finalement qui nécessitait de se remonter les manches au sens propre comme au sens figuré. Donc dans ce souhait de transmission que tu as aujourd'hui, est-ce qu'il y a justement cette volonté de dire bah voilà moi les choix que j'ai faits, voilà le chemin et les conclusions que j'ai pu en tirer et voilà ce que je vous propose et ce que je mets en réflexion et en infusion pour vous aujourd'hui, afin de faciliter peut-être ces personnes qui suivent la même voie, peut-être autrement, mais qui ont ce désir de construire quelque chose de similaire, alors que vous avez quelque part tracé la voie au milieu des broussailles. Là, il y a peut-être un chemin a priori spontanément un peu plus simple à prendre. Oui, il y a certainement quelque chose de tout ça, Oriane, parce que c'est vrai que Perrine et moi, on a énormément morflé et galéré dans cette aventure de la ferme du Bec et Loin parce qu'on n'y connaissait rien, parce que le maraîchage biologique, c'est un métier extraordinairement difficile. Beaucoup de gens disent que c'est le métier le plus difficile de l'agriculture et notre expérience si laborieuse va dans ce sens, effectivement. Et ça a été difficile parce qu'on avait en plus une terre relativement impropre au maraîchage, qu'on était dans la région la moins bio de France, etc. Et puis ça a été difficile parce que même si on était agriculteur bio, on voulait explorer des formes d'agriculture inspirées par le vivant, inspirées par la nature, et qui étaient en fait très peu connues, très peu pratiquées. Donc quelque part, il a fallu qu'on explore, qu'on assemble des bonnes pratiques glanées aux quatre coins du monde, qu'on les teste, qu'on les valide, qu'on les étudie avec des scientifiques. Mais le chemin n'était pas tout tracé. On est vraiment sorti des clous et on est sorti, comme disaient les anglo-saxons, think out of the box. On s'est mis à penser hors de la boîte parce qu'on était décalé. Et tout ça n'a pas facilité cette aventure paysanne, même si, euh, même si ça l'a rendue totalement enthousiasmante et exaltante, parce que ça a été plein de bonnes découvertes. Et donc, c'est vrai que très vite, on a été sollicité pour un dialogue et des études avec des scientifiques. On a été sollicité dès 2008 pour organiser des formations. Et depuis, on a accueilli, je crois, plus de 5000 personnes en formation. Et chaque année, je continue à accueillir plusieurs centaines de personnes à la ferme pour ces formations, avec le souhait, effectivement, d'essayer de faciliter leur parcours. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure l'expérience est transmissible, mais, mais évidemment, à
partir du moment où je partage quelques jours ou quelques semaines avec les personnes qui viennent en formation, bah, je fais de mon mieux pour partager l'expérience, essayer de leur gagner du temps, leur gagner de l'argent et faire en sorte qu'ils galèrent un petit peu moins que nous. Et les Hmm. gens qui viennent se former à la ferme, c'est passionnant parce qu'ils sont généralement tous justement dans cette dynamique de changement de vie. Ils sont en transition et ils cherchent aussi à réaliser leurs rêves. Euh, on est de plus en plus nombreux à être conscients que la planète va de plus en plus mal, que notre société court très vite, probablement vers un grand mur sur lequel on va progressivement s'écraser. Et donc, il nous appartient d'inventer quelque chose d'un peu plus réjouissant. Et on y aspire pour nous, et puis surtout, on le doit aux générations à venir. Donc, actuellement, il nous incombe d'inventer un monde meilleur, un monde viable dans la durée, parce que notre société est absolument pas viable. Et c'est très intéressant d'observer que partout dans le monde, ça pétille, ça jaillit, ça germe, que les jeunes générations, notamment, sont vraiment dans une dynamique très créative pour inventer le monde de demain. Et moi, je me dis, bah, à mon âge, qu'est-ce que je peux faire? Parce que l'avenir est entre leurs mains. Mais je me dis humblement que si j'ai passé ma vie à être en quête de solutions, ben, j'ai pas tellement de solutions toutes faites pour eux, mais j'ai peut-être quand même une expérience à leur transmettre. Et c'est ce que j'essaie de leur faire, pas être comme un vieux con qui va leur dicter des solutions, mais essayer de partager ce que j'ai pu apprendre chemin faisant pour les aider à trouver eux-mêmes, à construire eux-mêmes la vie euh, dont ils rêvent. Et je le vis avec mon premier cercle, qui est mes enfants, notamment mes deux filles aînées qui ont 23 et 25 ans, donc qui sont totalement confrontées à ça au quotidien. Et puis je le vis avec plein de gens, ceux qui viennent ici, mes stagiaires, parce que j'accueille des stagiaires qui passent parfois jusqu'à 8 mois, une année à la ferme, les gens qui viennent en formation, et puis après, sous forme de cercle concentrique, les lectrices, les lecteurs des livres que je peux écrire. Et, et je trouve ça éminemment passionnant, en fait. Donc, euh, quelque part, je m'éclate de plus en plus, Ah, c'est génial. malgré les Donc, années qui passent. Donc, ce que je trouve très inspirant, c'est comment par capillarité, justement, tout se diffuse comme ça, à la fois de l'expérience, de la richesse de ce que vous avez construit aussi à la ferme du Bec et Loin. Et, et comment, ce que tu incarnes, là, en tout cas dans ce que tu décris, je trouve, c'est comment il est important d'avoir une vision claire, et c'est ce que tu décris dans l'envie de, voilà, de chercher ses propres solutions pour se construire un avenir désirable et pour habiter durablement la terre et contribuer en fait à son échelle. Et en même temps, en plus de cette vision claire et concrète et précise, eh bien, il y a l'importance dans ce que tu décris et ce que vous avez vécu aussi, d'être très ancré dans le quotidien, dans la réalité, et vraiment de se remonter les manches en se demandant mais concrètement je fais comment. Et tout ça, ça passe par effectivement des essais, des erreurs, des ajustements, comme vous le vivez avec la permaculture, avec tout le projet qui a pris forme avec la ferme du Bec et Loin. Et je trouve très intéressant que tu insistes sur le fait que, voilà, au-delà du rêve, il y a aussi le concret de la réalité qui parfois apporte son lot de déconvenues, d'épreuves, de moments où on n'a plus envie, où on baisse les bras, où on trouve plus le chemin. Et donc justement, ma question, c'est qu'est-ce qui fait que tu choisis de garder le cap et comment est-ce que tu avives et comment tu maintiens vive cette flamme justement de cette vision claire que tu as définie ou que vous avez définie ensemble? Très franchement, je crois que j'ai jamais eu une vision claire. Euh, Ma vision, elle évolue constamment. De toute façon, on est dans un univers qui est très mouvant, très instable, et on n'a jamais eu accès à autant d'informations qu'aujourd'hui. Donc, quelque part, le chemin se construit au fur et à mesure qu'on avance. Mais je voudrais revenir sur ce que tu exprimais précédemment parce que ça me semble assez important. C'est vrai qu'une ferme ou un bateau, c'est des objets qui sont quand même très lourds matériellement. Ils engendrent une énorme charge de travail, donc ils sont très ancrés dans la matérialité. Et il faut être pragmatique, il faut avoir du bon sens, il faut être
adaptatif, polyvalent, souple et très travailleur, je crois, pour devenir paysanne ou paysan. Parce que faut pas se leurrer, c'est des vies lourdes et c'est sans cesse à recommencer. Les animaux, il faut les nourrir tous les jours. Les soins aux plantes, aux jeunes plants, par exemple, bah, c'est quotidien, quoi. Et les saisons s'enchaînent. Et chaque année, maintenant, je suis, je pense, dans ma 18e année ou 19e ou 20e année de paysan. Et ben, chaque année, tu vas recommencer les mêmes tâches et les mêmes choses en essayant de les faire un petit peu mieux, mais en s'adaptant aux aléas météorologiques, etc., aux aléas climatiques qui sont de plus en plus marqués. Donc, c'est un éternel recommencement. Et en même temps, à chaque fois, c'est vrai que c'est différent parce qu'on n'aborde plus les choses de la même manière. Et puis, la nature, les météos étant ce qu'elles sont, euh, les mêmes tâches ne seront jamais accomplies deux fois pareil. Mais c'est très ancré dans la matière. Et en même temps, il ne faut pas se noyer dans cette matérialité. Et je crois que c'est important de garder la fraîcheur de la vision, comme tu l'exprimais si bien. Et ça, c'est quelque chose que j'exprime beaucoup. J'essaie de partager avec les gens qui viennent en formation. Je leur dis, essayez de marcher vers votre étoile, gardez les yeux fixés sur votre idéal de vie, essayez de contribuer joliment à l'évolution du monde. Et en même temps, en marchant vers votre étoile, bah, gardez aussi le regard fixé sur le chemin pour pas vous prendre les pieds dans le premier caillou venu et pas vous rétamer parce que si vous vous plantez, si vous échouez, vous rendrez pas service au monde, ni à vous-même, ni à vos proches. Donc, il y a une sorte de tension permanente entre le fait de ne pas perdre son idéal et garder les yeux rivés sur son étoile. Même si on l'éteint jamais, on marche vers notre étoile. Et si on ne l'atteint jamais, et en même temps, bah, soyez pragmatique, soyez ultra réaliste. Et pour avoir observé des centaines, voire des milliers de projets, et en fait quelque part, même en bateau, j'ai toute ma vie été dans une dynamique de construction de projets. Et ben, je me permets de donner ce conseil aux gens. Je leur dis, écoutez, j'observe que souvent, quand vous rêvez pas assez grand, vous vous lâchez pas, vous osez pas déployer vos ailes. Alors du coup, ça fait des petits rêves qui sont pas très forts. Voilà, ils sont un petit peu bof, quoi, parce que on a peur de rêver grand. Mais c'est ce que disait aussi Nelson Mandela. Osez rêver grand, osez déployer vos ailes. Vous rendez pas service au monde si vous êtes des petits joueurs, quoi. Et puis personne n'aura envie de soutenir un projet qui est un peu bof, qui est pas sexy, qui fait pas rêver. Donc, je dis à mes stagiaires, quand vous rêvez, osez rêver grand. Allez-y, lâchez-vous. Il n'y a pas de limite, en fait. On dit parfois en permaculture, sky is the limit. Excusez mon accent de vache normande, mais la limite, c'est le ciel. Oui. Et par contre, je leur dis aussi, mais quand vous êtes pragmatique, sapristi, mais vous n'êtes pas du tout assez pragmatique. Vous n'êtes pas assez concret, vous n'êtes pas assez précis, vous bossez pas assez fort, vous rentrez pas assez dans les détails. Soyez beaucoup plus pratico-pratique, soyez beaucoup plus pragmatique. Et je pense que ce qui fait un grand facteur de succès dans la réalisation d'un projet, ça peut être une ferme ou ça peut être n'importe quel autre projet, c'est qu'il faut à la fois s'autoriser à rêver grand et être ultra pragmatique et ultra bosseur et ultra persévérant. Et l'un n'exclut pas l'autre, bien au contraire. C'est plutôt la tension qui va jaillir de ces deux polarités complémentaires qui fait que le projet, il aura du sens. Tu crois pas? Ah, complètement. Moi, je suis complètement dans cette même compréhension aussi de cette juste tension entre être ancré dans la matière et être absolument dans cette logique d'essai, erreur, ajustement pour comprendre comment est-ce qu'on peut faire et améliorer et tracer sa route, justement, mais de manière très Voilà. concrète. Et en même temps, de lever la tête du guidon aussi, pour ne pas être juste dans cette horizontalité du quotidien et des choses Oui, à faire, etc. Mais aussi de raviver le pourquoi. Pourquoi je fais ça quand tu décris cette étoile? Ce que je trouve très intéressant avec cette image de l'étoile, c'est que ce n'est pas un point fixe à l'horizon.
C'est vraiment un cap, en fait, comme en navigation. Et donc finalement, ce que je constate aussi, c'est que quand il y a cet enjeu autour du rêver en grand, c'est pour ça que je parlais de vision tout à l'heure, l'important c'est d'avoir une vision, de savoir qu'est-ce qu'on a envie de nourrir en fait. Qu'est-ce qu'on a envie à quel endroit on a envie de contribuer. Et moi, par exemple, ce que j'entends dans tous les projets que tu as menés, c'est cette envie de contribuer à la beauté et à la santé, la durabilité du monde, de la Terre, et de l'être humain qui l'habite. Et après, ce cap-là qui nous guide, en fait, qui est notre moteur, il peut prendre plein de formes différentes. Ça peut prendre la forme d'une ferme, ça peut prendre la forme d'un bateau, école, ça peut prendre la forme de plein de manières d'être et de vivre. Et donc s'arrêter finalement à un projet qui tombe à l'eau parce que voilà, pour une raison X ou Y, ça n'a pas fonctionné, ça n'éteint pas la vision, ça nous invite peut-être juste à ajuster la forme qu'on a envie de lui donner. Et donc, je trouve très intéressant que tu parles de cette tension entre les deux et de la manière dont il nous revient finalement de trouver notre chemin, notre solution, et comment est-ce qu'on a envie de tracer notre voie pour garder toujours vivant et vivace notre singularité finalement et ce qu'on porte en nous de singulier pour contribuer au monde. Oui, il y a une jolie phrase des Indiens d'Amérique du Nord qui dit: le grand esprit donne un chant C-H-A-N-T, une musique à chacun d'entre nous qui nous est spécifique, et on n'est pas en paix tant qu'on ne l'a pas trouvé. Et je trouve que c'est beau parce que dans le grand concert de l'univers, chacun de nous est porteur d'un chant unique, et le monde est plus beau et plus complet et plus coloré quand on laisse s'exprimer cette musique qui nous habite. Mais ça nécessite de prendre de la distance par rapport à tous les conditionnements de notre éducation, etc., de notre milieu, de notre culture, et pour avancer vers notre singularité. Et je dirais aussi que plus on avance vers notre singularité, plus on se sent aussi relié à tous les autres, parce que plus on avance dans la profondeur de notre être, plus on perçoit aussi cette unité de toutes les formes de vie. Donc, quand les Indiens disent également qu'on est les frères et les sœurs de la terre, du soleil, de la lune, des plantes et des animaux, ça c'est vraiment quelque chose qui me fascine et que j'essaie de vivre au quotidien. Mm. Et après, il y a quelque chose que j'ai pu découvrir et qui m'a beaucoup surpris, c'est que dans l'intention qu'on émet, c'est-à-dire que plus on se rapproche de notre être profond, plus on se connecte à une énergie qui nous dépasse et qui est extraordinairement puissante. Et, euh, et du coup, on est plus en capacité, en se connaissant mieux, d'émettre une intention qui nous correspond vraiment. Parfois, dans les premières décennies de sa vie, en fait, on perpétue les injonctions parentales, on choisit une première vie pour faire plaisir à papa, maman ou aux profs Par ou à loyauté son milieu envers les social. autres. Ou alors, moi j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que comme j'étais en rébellion contre mon milieu, je croyais que je faisais des choix de vie très libres. En fait, c'était plutôt des choix inversés, c'est-à-dire que c'était des C'est ça. choix à contrario, quoi, ce qui est pas C'est forcément ce que plus libre. c'est ce que j'appelle les choix adolescents, c'est-à-dire où on se Voilà, construit par exactement. opposition. Ouais, exactement. Et mais ce qui m'a frappé lorsqu'on a créé la ferme, c'est que moi j'avais cette intention extraordinairement forte. Euh, C'était une quête de beauté et une quête d'harmonie, voilà, comme je disais au début. Et j'ai été frappé par le fait que, en fait, dans l'intention, il y a une énorme énergie, et que cette énergie invisible, mais pourtant extrêmement réelle et puissante, impacte le monde et le modifie, et qu'il y a quelque chose qui nous revient en retour. Et dans l'aventure de la ferme, j'étais vraiment tout le temps frappé par le fait que le fait de marcher vers cette étoile ou le fait d'émettre une intention impactait le monde, et du coup, il y avait plein de portes qui s'ouvraient, de rencontres qui s'opéraient. Même parfois, ça pouvait prendre la forme de soutien matériel qui venait pour soutenir nos programmes de recherche, par exemple, etc. Et ce qui fait que je crois que oui, émettre l'intention la plus haute, la plus noble, la plus pure, dont on est capable, en s'alignant avec son être profond, va faire en sorte que, quelque part,
il y a une réponse de l'univers et qui va favoriser l'émergence de ça, et que quelque part, c'est pas une démarche égoïste de vouloir réaliser ses rêves, de vouloir réaliser son projet de vie, parce que j'ai aussi réalisé que quand tu réalises ton rêve, quelque part, ça peut aussi contribuer à libérer quelque chose dans le rêve des autres autour de toi, Mm. voire peut-être même à embellir leur vie. Donc, être en quête de son être profond, vouloir réaliser ses rêves et ses aspirations, en fait, ça embellit ta vie, mais ça embellit aussi tout l'univers parce qu'on est tous connectés. Et Mm. c'est marrant parce que cette ferme, on n'a jamais eu l'idée une seconde de qu'elle soit connue, par exemple, ou innovante. Eh ben, elle est devenue innovante, elle est devenue connue, et maintenant j'ai des échos du monde entier parce que l'un de mes livres, par exemple, a été traduit dans beaucoup de langues. Eh ben, j'ai des échos dans le monde, du monde entier de fermes qui se créent et les gens me disent, ben Charles, votre ferme nous a inspiré, ça a été une source d'inspiration. Alors, il vaut mieux qu'il la copie pas parce qu'elle est pleine de défauts, la ferme. Mais, mais elle peut contribuer à donner des idées, Mm. voilà, des idées de pistes à explorer, quoi. Ce que je trouve très inspirant dans ce que tu décris là aussi, Charles, c'est combien est-ce que finalement tout l'enjeu, c'est de poser une intention, clairement, comme on l'a évoqué, et de faire sa part. De faire sa part, uniquement sa part, pas plus, pas moins, et en faisant le pari que plus je m'attelle à faire ma part, plus finalement, dans un phénomène un peu d'effet papillon, quelque chose va se produire, et en sachant qu'on ne maîtrise jamais, bien évidemment, dans quelle mesure les autres font et ce qu'ils font, mais plus je m'attelle finalement à tracer ma voie, à faire ma part, et de manière très pragmatique et concrète, être dans le faire au quotidien, eh bien, j'observe qu'il y a des effets qui se produisent et qui parfois vont au-delà de ce qu'on avait imaginé, comme tu le décris. Hein, cette phrase de François Truffaut, moi, qui m'accompagne depuis de nombreuses années, qui dit que la vie a toujours beaucoup plus d'imagination que nous. Et c'est ce que tu décris là et que je trouve très intéressant. Je voudrais rebondir sur un point parce que ce qui arrive parfois, c'est des gens qui vont dire non mais ça c'est super, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des rêves en grand. Moi je sais pas qui je suis, j'ai pas vraiment de rêve, je sais pas vraiment ce dont j'ai envie. Donc j'attends de clarifier ce rêve pour pouvoir ensuite me mettre en mouvement. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire par rapport à ce que tu décrivais justement de comment la vie nous soutient de mille façons, c'est important d'être attentif aussi en faisant les choses, finalement en faisant sa part au quotidien, d'être attentif à voir quel est le chemin qui se dessine le plus facilement pour moi, où est-ce que je suis invitée à aller quelque part, de manière très concrète dans les projets que je mène, dans les actions que je pose, pour petit à petit dessiner justement le chemin vers cette étoile-là. Et que finalement, l'important, c'est pas d'attendre d'avoir cet appel, cette vision grandiose, ce rêve phénoménal, mais plutôt qu'il va peut-être émerger au fur et à mesure du chemin et des pas qu'on pose jour après jour. Absolument. De toute façon, moi, je me suis posé très jeune la question du sens, probablement parce que j'ai grandi dans une famille qui était un peu dysfonctionnante. Et du coup, j'étais un enfant, un ado malheureux, mal dans sa peau. Et, et c'est pour ça que je suis parti très vite en bateau avec d'autres jeunes, parce que je détestais la ville, je détestais l'école. Donc, dès que j'ai pu en sortir, bah, j'ai créé un bateau-école pour prendre le large quelque part, et essayer d'en faire profiter d'autres jeunes. Mais j'avais 21 ans quand j'ai acheté mon premier bateau. Et pour moi, c'était un peu une question de survie. J'étais incapable et je le suis toujours d'ailleurs, incapable de bouger si je vois pas du sens à ce que je fais, quoi. Donc quelque part, ce mal-être m'a aussi servi dans ce sens que c'était un peu l'aiguillon qui me poussait aux fesses pour m'obliger à avancer. Parce que j'aurais été incapable d'avoir une carrière classique avec un métier classique, quoi. Voilà. Et après, ce que j'ai réalisé davantage ces dernières années, donc il m'a fallu quand même du temps, c'est qu'en fait, si on cherche son bonheur, on peut chercher toute sa vie, accumuler les expériences, les conquêtes, les rencontres, l'argent, la notoriété.
jamais ça n'a rendu personne heureux une seconde, tous ces trucs-là, quoi. Et en fait, je crois que la vraie joie, alors ça fait peut-être un peu cucu ce que je vais dire, mais c'est vraiment dans le service des autres. En fait, c'est d'accepter de se décentrer. Ça a quelque chose à voir avec le fait qu'on est tous reliés, mais c'est de se dire, si je contribue au bonheur de ceux qui m'entourent, ça va me rendre heureux moi. Déjà, le fait d'être parent, ben, c'est vraiment un don de soi, hein. Quand tu te lèves la nuit pour changer une couche, donner un biberon, alors que tu préférais peut-être roupiller, peinard, bah, c'est vrai qu'être parent, c'est une grande école de don de soi. Et puis après, cette ferme, je l'adore, elle est magnifique, j'y suis très heureux. Mais si je la gardais juste pour moi, je tournerais vite en rond, quoi. Je deviendrais un paysan solitaire et aigri. Alors que voir la joie des gens qui viennent ici, voir tous ces jeunes qui sont tellement en quête de solutions parce que l'avenir de la planète est extraordinairement incertain, et essayer de dialoguer avec eux pour peut-être, je sais pas, que la ferme soit un endroit où ils puissent se poser, réfléchir à leur avenir et repartir un peu plus fort, un peu plus confiants en eux-mêmes. Moi, ça me procure énormément de bonheur, quoi. Et du coup, quelque part, je crois que ce qui te rend vraiment heureux, c'est voilà, c'est d'apporter ta contribution, effectivement, comme tu le disais. Et Ce que tu décris là aussi, c'est quelque part, moi c'est ce que j'appelle faire le choix de la joie. C'est-à-dire que quand on sait plus, quand on sait pas, quand finalement d'être suffisamment attentif aux signaux intérieurs de qu'est-ce qui me met en joie et de faire l'hypothèse que ça, voilà, il y a quelque chose qui résonne pour moi et qui va en plus contribuer à l'extérieur. En faisant ce choix-là, et intérieur et extérieur, il y a quelque chose d'une justesse qui va nous aider à faire le premier pas, le deuxième, et qui va nous permettre aussi au fur et à mesure d'ajuster justement notre chemin et de voir peut-être apparaître derrière les nuages cette fameuse étoile si on ne l'a pas vue tout de suite. mais Oriane, ça te va bien de dire ça parce que je te connaissais pas il y a encore trois quarts d'heure et je trouve que je suis frappé en voyant ton image sur mon écran d'ordinateur par la joie que tu émanes. T'as les yeux qui sourient, t'as un sourire permanent. Tout ton visage est très joyeux et je trouve ça remarquable. J'avais prévu de Merci. te le dire lorsqu'on aurait conclu cet entretien, mais c'est très agréable de passer un moment avec quelqu'un qui respire autant la joie. Moi, j'avoue, je suis pas un mec très joyeux. Je suis plutôt un anxieux de nature. Et je suis plutôt un mec tourmenté qui se pose toujours un milliard de questions. Donc je suis de plus en plus joyeux au fur et à mesure que je me nettoie des scories de la vie. Donc avec les années, oui, je pense que j'apprends à être joyeux, j'apprends à danser. J'aime beaucoup danser, par exemple, mais je le découvre un peu tardivement. Mais c'est pas une raison pour ne pas danser. Mais voilà. Mais par contre, j'apprends à être joyeux. Par exemple, je me suis formé il y a il y a une vingtaine d'années pour être prof de yoga. Et le yoga est toujours un chemin qui m'aide énormément. Alors, j'ai pas le temps de faire beaucoup d'asana, les postures de yoga, mais le yoga, c'est avant tout un chemin spirituel. Et il y a l'une des voies du yoga qui me parle particulièrement parce que je suis quelqu'un qui a toujours trop travaillé dans sa vie. C'est ce qu'on appelle le karma yoga. Le karma yoga, c'est la voie du service des intéressés. C'est le yoga de l'action. Et alors, c'est très simple, hein, mais c'est très efficace. Alors, je le suggère à ceux qui nous écoutent. La première étape, c'est de dédier chaque action, chaque chose que l'on réalise pour le bien de tous les êtres, pour le bien commun. Et si on est croyant, on peut dire qu'on dédie, qu'on consacre cette action au divin pour le bien de tous. Voilà. La deuxième étape, c'est de se dire, ben, à partir du moment où j'offre cette action pour le bien de tous, je vais vraiment la réaliser de mon mieux. C'est-à-dire, on ne néglige rien. On fait chaque chose de son mieux. Alors, faire un podcast avec Oriane n'est pas plus important que faire la vaisselle ou rentrer du bois pour chauffer la maison. Ou tout est signifiant, tout est important à partir du moment où on le fait avec amour. Donc, il n'y a pas des vies qui valent plus que d'autres vies. On peut être Premier ministre ou femme de ménage. À partir du moment où on met de l'amour dans ce qu'on fait, tout est signifiant.
Et la troisième étape, qui est très libératrice, c'est on lâche totalement prise sur les résultats de l'action. Parce qu'en fait, on est en permanence tendu et anxieux parce que on est partagé entre une quête de gratification. Est-ce que je vais être reconnu? Est-ce que je vais être admiré? Est-ce que je vais gagner de l'argent? Est-ce que ce que je fais va marcher? Est-ce que mon podcast va faire de l'audience? Et en même temps, on est toujours habité par une peur de l'échec. Mon Dieu, et si ce que je fais échoue, etc. Et alors, le yoga de l'action désintéressée nous invite à lâcher prise à la fois sur la quête de gratification positive et sur la peur de conséquences négatives. Et le karma yoga dit, de toute façon, il y a toujours un peu des deux, c'est toujours mélangé. Mais ça ne nous appartient pas. Encore une fois, si on est dans une perspective de transcendance, on dit, mais voilà, moi j'ai fait de mon mieux, j'ai offert ça, et ce qui va se passer après, ça m'échappe. Et je trouve ça très libérateur et très détendant. Mm. Et c'est vrai qu'avec l'expérience maintenant de pas mal d'années, chaque chose, je la fais de mon mieux, quitte à être presque un peu maniaque, hein, mais je ne néglige rien. Et puis j'apprends à être un peu plus dans le lâcher prise. Bah, franchement, ça allège un peu le fardeau qu'on s'auto-impose. Et quelque part, j'adore cette voix. Voilà, elle me parle beaucoup. Oui, c'est très intéressant parce que c'est très concret justement. Merci pour ce partage, Charles, parce que ça invite justement à être dans le faire, à faire de son mieux dans l'action finalement, à être attentif aux étapes, tout en lâchant sur le résultat qui parfois est ce qui bloque justement au passage à l'action. Dans ce souci de perfectionnisme un peu malsain qu'on peut avoir en se disant mais je suis pas prête, je sais pas exactement comment faire, je suis pas sûre d'avoir le résultat escompté. C'est ça qui peut empêcher le passage à l'action au départ, alors que si je me concentre effectivement sur le comment faire étape par étape, eh bien, voilà, il y a beaucoup plus de chances que les choses se fassent de cette façon-là et qu'on puisse Oui. ajuster notre action au fur et à mesure. Et quelque part, ça a quelque chose à voir avec le montage de projet ou le changement de vie qu'on a évoqué au début de notre entretien, parce que c'est aussi quelque chose que j'essaie d'exprimer aux gens qui viennent en formation ici. Je leur dis, de toute façon, quand tu montes un projet, il y a plein de choses qui t'échappent. T'as pas de pouvoir sur ces choses-là. Donc, mais par contre, il y a d'autres choses qui dépendent de toi. Donc, fais vraiment de ton mieux. Tu donnes tout pour faire au mieux toutes les petites choses qui dépendent de toi ou les grandes choses qui dépendent de toi. Tu n'en négliges aucune. Et puis, à partir du moment où tu mets tout ton cœur, tout ton amour, tous tes soins dans ce qui dépend de toi, eh ben, tu augmentes les choses, tu augmentes les chances plutôt que ce qui ne dépend pas de toi se passe bien, parce que tu n'auras rien négligé. Et ça passe par toutes les plus petites choses, la manière de rédiger un mail, la réponse que tu vas mettre sur ton message téléphonique, euh, la manière dont tu vas agencer, je sais pas, le lieu où tu vas accueillir les autres, etc. Mhm. Et par exemple, quand on fait les formations, eh ben, on est très attentif avec la belle équipe qui m'entoure à, à faire en sorte que tout soit propre, jusqu'aux toilettes, à faire en sorte qu'il y ait des fleurs, qu'il y ait un bon petit buffet pour accueillir les gens qui ont peut-être fait plusieurs heures de route. Et je tiens, par exemple, moi-même, à aller au bord de la route pour être le premier à accueillir les gens qui arrivent en voiture, leur indiquer où ils peuvent garer leur voiture, comment stationner. Et puis après, il y a quelqu'un qui va les aider à porter leurs bagages, etc. Et souvent, les Mhm. gens m'ont dit, oh là là, mais j'étais vachement touché quand je suis venu en formation parce que je m'attendais pas à ce que tu sois au bord de la route pour m'accueillir. Et j'étais touché par la chaleur de l'accueil de toute l'équipe, en fait. Parce qu'on pétoche toujours un peu quand on vient dans un lieu inconnu pour suivre une formation. Et Mhm. du coup, dès le premier contact, eh ben, on fait baisser un peu le niveau de stress, les gens se sentent un peu comme chez eux. Et après, j'irai quelque part, quand tu as réussi à l'accueil, c'est gagné. C'est gagné parce que les gens se sentent bien, ils sont dans l'ouverture du cœur. Et après, bah, si tu continues avec des bons contenus, des bons repas, des bons ateliers pratiques, et une ferme qui a ses défauts, mais qui est quand même belle et réjouissante, et ben du coup, il y a une ambiance extraordinaire. Et je dirais quasiment à chaque fois, tu as des gens qui pleurent, tu as des gens qui pleurent quand ils repartent. Et après, on Mhm. a plein de témoignages de gens qui disent, mais cette semaine que j'ai passée à la ferme du Bec et Loin, elle a changé ma vie. Et il y a des écosystèmes comme ça qui se créent, qui partagent, qui s'entraident.
Et voilà, c'est comme ça que je conçois les choses. Et c'est vrai, par exemple, nos formations sont plus chères. Oui, mais elles sont plus chères. Mais c'est pas l'argent qu'on vole aux gens, c'est parce qu'on Mm. essaie vraiment de faire en sorte que de leur donner le meilleur. Les gens qui bossent, les intervenants sont bien payés. Les repas sont de grande qualité. Le lieu est très beau. Et voilà. Et finalement, ben, les gens, ils sont contents parce qu'ils se disent, eh ben, ça valait quelque chose. J'ai pas traversé la France pour rien. Je repars nourri et plus fort pour construire mon projet. Mm. Alors, je dis pas qu'on réussit tout le temps, mais c'est l'état d'esprit qui nous anime. Oui, et merci beaucoup de partager cette importance de la qualité d'attention, de la qualité de présence et cette capacité que tu décris à vraiment poser des actions en conscience. On voit bien comment voilà, ça peut faire, euh, ça peut raviver une flamme, ça peut aussi donner la sensation d'être vu aussi et d'être accueilli avec soin et attention, ça change tout Et de mille oui, manières. et puis je vais peut-être choquer certains de tes auditeurs, Oriane. Mais je dirais, c'est pas parce que t'es écolo que ça doit être moche. Et c'est vrai que souvent, C'est vrai. oh là là, je suis en train de porter des jugements, c'est horrible ce que je fais. Mais je pense que j'ai lu par exemple pas mal de livres sur les maisons écologiques. Mais souvent, elles sont moches en fait, tu vois. Alors elles sont faites avec des matériaux naturels, bien isolés et très économes. Elles récupèrent l'eau de pluie, mais souvent les photos présentées, c'est moche. Mais je me dis c'est dommage parce que c'est pas parce que tu fais écolo que ça doit être cheap et moche quoi. Et c'est pas du tout Mm. une question d'argent, hein. C'est pas du tout une question de budget. C'est une question d'attention portée à la beauté. Et ça me tient très à cœur. Parce que la nature, elle est juste somptueuse. Elle est extraordinairement belle. Tu vois jamais des trucs moches dans la nature. Et à partir du moment où tu te dis que ce qui va sauver la planète, sauver le monde, c'est de prendre la nature pour modèle et de s'en inspirer pour nos réalisations humaines, et ça c'est vraiment le cœur du projet de la permaculture, eh ben si tu nous ponds un truc moche, c'est que t'as pas vraiment réussi à prendre la nature pour modèle parce qu'elle, elle est belle. Alors, si tu prends quelque chose de beau pour source d'inspiration, ta réalisation, tout naturellement, elle doit être belle. Et par exemple, je prône toujours d'apprendre à faire les choses, à créer de ses mains des belles choses avec les matériaux naturels, plutôt que d'essayer de recycler les déchets de notre société industrielle. Parce que si tu fais des barrières avec des vieux pneus, que tu récupères des bacs en plastique pour planter tes plantes, etc., je suis désolé, mais ton jardin, il va partiellement ressembler un peu à une décharge à ciel ouvert. Et par contre, si tu apprends à travailler le bois, à fendre du châtaignier pour créer toi-même tes barrières, etc., tu acquiers des compétences artisanales et quelque part, ton jardin ou ta ferme va davantage ressembler ben, aux fermes du passé, même si elle est tournée vers l'avenir. Et c'est réjouissant de pas voir de plastique, de pas voir de déchets, de détritus, de vieilles bâches partout. Parce que tu t'y sens mieux, tu vois que des matériaux naturels, du bois, de l'osier, des pierres, de la terre, de l'argile. Et voilà, je milite pour que on crée des Mm. fermes et des jardins ou des habitats qui soient bio-inspirés et donc qui soient beaux. Oui, et plus largement, merci pour cette invitation à contribuer à la beauté du monde et à être attentif à comment est-ce qu'on peut mettre un peu plus de beau dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on est au quotidien. Merci beaucoup, Charles. Est-ce que tu peux nous conseiller un livre pour découvrir, peut-être parmi tous tes écrits, pour les auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus sur sur ce que tu as écrit, justement un premier livre pour découvrir ton travail, peut-être? Eh ben, c'est très gentil. Alors, j'ai écrit avec Perrine un gros pavé, c'était 6 ans de ma vie, qui s'appelle Vivre avec la terre, chez Actes Sud, 1048 pages. Donc, je pense que pour qui veut créer un jardin ou une ferme permaculturelle, c'est un ouvrage de référence très approfondi. Mais je voudrais surtout mettre l'accent sur la collection Résilience, Résilience au pluriel, qui est publiée aux éditions Ulmer. C'est une collection de petits guides pratiques que j'ai créé avec ma fille aînée Lila, qui est éditrice chez Ulmer. Et on sort 4 nouveaux titres
en février. Donc, on l'a lancé il y a 11 mois. Le jour où la guerre en Ukraine a été déclenchée par Poutine, et quelque part c'est un peu un symbole. Il y a plein d'autrices et d'auteurs talentueux qui partagent leurs compétences pour nous aider à changer de vie très concrètement et à apprendre à vivre avec une seule planète. C'est l'intention qui est posée dans les guides résilience. Alors ils sont très beaux. On a vraiment travaillé beaucoup sur la maquette pour essayer d'honorer les lectrices et les lecteurs avec les plus beaux livres possibles. Ils sont monothématiques, c'est-à-dire que c'est des petits guides qui traitent chacun d'une thématique. Ils sont entièrement faits en papier recyclé. Il y a une compensation carbone de l'empreinte carbone des livres, donc c'est encore assez rare. C'était déjà le cas pour Vivre avec la Terre, qui a permis de planter 50 000 arbres à Madagascar. Et voilà, je suis très fier de ça parce que c'est vraiment un travail d'équipe, j'ai la joie de travailler avec ma fille, donc, et avec une merveilleuse équipe chez Ulmer. Et c'est vraiment des beaux petits bouquins, les guides résilience. Merci Formidable. Oriane. Merci Charles pour tous tes partages et puis j'invite les auditeurs à aller découvrir le site internet de la ferme qui s'appelle fermedubec.com. Et voilà, je souhaite le meilleur à la ferme du Bec et Loin, tout le meilleur aussi pour toi Charles et tous ces beaux projets qui vont continuer de fleurir. Et puis voilà, qu'on continue à suivre le chemin de nos étoiles. Eh ben merci, et je souhaite du fond du cœur à toutes les personnes qui nous écoutent de réaliser leurs plus beaux rêves, parce que c'est ensemble qu'on va inventer un monde meilleur, et ça commence maintenant même. Donc osez vous lancer, croyez en vous, et embellissez le monde de ce que vous portez de plus beau en vous. Et merci Oriane, parce que ton magnifique podcast, bah, c'est l'expression de ce rêve que tu as porté et que tu as su réaliser. Et j'ai passé un merveilleux moment avec toi. Merci beaucoup Charles. Un grand merci à Charles pour sa confiance et ses partages. Alors, que vous a inspiré cette conversation ? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot peut-être que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation ? Comment allez-vous vous en saisir et vous en imprégner ? Quel est le premier petit pas que vous choisissez de planifier dans les prochaines heures, les prochains jours, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici ? Je vous propose de me partager les idées, les déclics ou les questions que cette conversation aura fait émerger. Je suis toujours curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous. Pour en savoir plus sur l'actualité et les aventures de Charles et l'actualité et les aventures de la ferme du Bec et Loin, ainsi que sur les ouvrages mentionnés par Charles à la fin de notre échange, eh bien direction le site fermedubec.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Vous retrouverez tous les épisodes du podcast sur mon site orianesavoureluca.com et sur toutes les plateformes de podcast. Et si cet épisode vous a plu, faites-le savoir avec une constellation d'étoiles, un commentaire sur la plateforme de podcast de votre choix ou sur mon site ou via un partage sur les réseaux sociaux. Vos étoiles, vos commentaires en ligne, votre bouche à oreille, voilà le soutien le plus précieux que vous pouvez apporter à ce projet pour contribuer à le faire rayonner plus grand. Si vous souhaitez m'engager comme coach pour que je vous accompagne à raviver votre enthousiasme et votre énergie créative pour déployer plus grand vos projets singuliers, alors direction mon site orianesavoureluca.com pour prendre rendez-vous pour une conversation offerte et sans engagement. J'évaluerai si un coaching est pertinent pour vous et si et comment nous aimerions travailler ensemble. Je vous souhaite une savoureuse et lumineuse semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, qu'allez-vous choisir ?